Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui dans le cadre du forum Post-Bac 2022 pour vous présenter une table ronde qui va mettre au cœur du débat une question essentielle qui est celle des lycéens de première et de terminale. Je ne sais pas quoi faire après le bac. Donc, nous remercions avant tout notre ministère, la DG2E et l'ensemble de ses services qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir organiser et d'engager un échange sur cette thématique essentielle avec l'ensemble de nos invités que je vais vous présenter. Donc, nous accueillons Moana Nicolas, qui est donc un élève de terminale STI 2D au lycée Saint-Joseph. Nous accueillons également un professeur, Monsieur Christophe Chan, qui est aussi enseignant en STI 2D également au lycée professionnel Saint-Joseph. Nous accueillons Marie-Laure Bouty, qui est psychologue de l'éducation nationale au sein du CIO, Centre d'information et d'orientation, et qui a une double expertise, à la fois dans le domaine de la psychologie, du développement de l'adolescent, et en même temps dans le conseil et l'accompagnement en orientation scolaire et professionnelle. Et puis nous accueillons Philippe Lemonnier, qui est trésorier de la French Tech et qui représente une communauté qui organise le secteur de l'innovation et le conseil aux porteurs de projets. Donc merci en tout cas d'être avec nous. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, qui est cette question existentielle qui ne se l'est pas posée à un moment donné même autour de la table. Et donc on va tout de suite commencer par toi, Marie-Laure, avec ton regard de psychologue. C'est vrai que c'est le quotidien en fait du PsyEN à la fois au CIO et dans les établissements, de recevoir des élèves et leurs familles en entretien qui viennent déposer quotidiennement leur incertitude, leur indécision par rapport à leur choix d'avenir et qui posent également je ne sais pas quoi faire est une question un peu souvent anxiogène donc, est-ce que c'est grave de ne pas savoir finalement ce qu'on veut faire quand on est en première, en terminale Et d'autre part, quels conseils, quelles réponses on peut apporter à ces familles que tu rencontres et quelles propositions on peut leur faire pour faciliter la démarche de projet? Oui, en effet, c'est une question très complexe, la question du projet, et puis au fond, c'est pas grave. C'est vrai qu'en premier lieu, il s'agit de rassurer le jeune, de rassurer la famille, parce que chacun son rythme, chacun son temps. Le projet, c'est quelque chose qui est complexe, qui s'élabore sur le temps. Par exemple, dans les établissements scolaires, il est accompagné, chaque élève est accompagné depuis déjà le collège dans le cadre du parcours à venir, avec un certain nombre d'adultes, pour justement co-construire, élaborer quelque chose de l'ordre du projet. Alors le projet, pourquoi c'est complexe aussi et pourquoi certains arrivent avec cette question? Parce que ça implique la maturation, le développement psychique, ça implique aussi de se sentir bien, ça implique l'entourage familial. Je parlais, c'est vrai, de maturation, mais c'est aussi le développement de soi, la construction identitaire, et puis chacun son rythme. Ça implique également le jeune autour de sa famille, l'entourage familial, comment il est soutenu, par qui, est-ce qu'il a vécu des ruptures, comment il avance petit à petit. Ça implique l'appropriation du projet, j'ai envie de dire, parce que souvent, alors nous on ne va pas recevoir tous les jeunes forcément, chacun fait avec les ressources, mobilise les ressources qu'il a envie, mais ceux qui viennent nous voir, au fond on sent que peut-être il y a quelque chose qui bloque, qui empêche cette mise en action. C'est vrai que le projet, en fait, il faut se l'approprier, il faut qu'il appartienne aux jeunes. Et puis, il faut pouvoir après, par la suite, se mettre dans un mouvement.
Il faut savoir que le projet, il n'est pas linéaire, on se forme tout au long de la vie, le monde est en train de changer, devient aussi complexe, les formations, on voit bien que tout ça est en mouvement. Les jeunes vont commencer un métier, vont certainement évoluer vers d'autres métiers, dans d'autres environnements tout au long de leur carrière. Donc on se forme et on s'oriente tout au long de sa vie. Alors après, nous, notre travail en tant que psychologue de l'éducation nationale, dans un établissement scolaire, dans un lycée par exemple, avec cette question, un jeune qui vient nous voir, ben voilà, je ne sais pas quoi faire, avec sa famille peut-être, ben, en général, on s'oriente, on pose l'entretien, alors ça peut être un entretien, voire un deuxième, voire un troisième, on pose les bases de l'entretien autour de 3 axes d'abord, c'est la connaissance de soi. C'est d'abord je suis et après je fais. Après, ça va être un système d'aller-retour. Mais d'abord, la connaissance de soi, il s'agit de diversifier la connaissance de soi. Ensuite, la deuxième étape, c'est la connaissance des domaines professionnels, des métiers. Et il s'agit de mobiliser les ressources, de valoriser les expériences, parce que chaque jeune arrive avec déjà des expériences, en fait, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires. Et puis, une fois ces 2 étapes passées, on a la troisième étape qui est la connaissance des formations. Donc là, on a à peu près établi un but. Donc on va voir comment on va y arriver. Il s'agit de déterminer des chemins, des stratégies, un moyen pour y arriver par un certain nombre de formations. Alors le projet, il bouge dans le temps en fait. Il prend une certaine forme au début, et puis après au fur et à mesure que le jeune va continuer en licence 1, en licence 2, etc., ben, il va s'enrichir au fur et à mesure de ses rencontres et de ses expériences. Ce qui est important, c'est d'être en chemin, d'être en mouvement, et puis donc de s'enrichir. Tu les as rappelés sur les 3 axes, apprendre à se connaître, apprendre à connaître les métiers, apprendre à connaître les formations. Donc je vais m'adresser à toi, donc, Christophe, en tant qu'enseignant. Comment vous accompagnez vos élèves donc, de première, de terminale sur ces axes-là? Comment ça se décline dans un établissement? Quel est le rôle de l'enseignant dans cet accompagnement? Eh bien pour moi, le rôle de l'enseignant avec l'élève est quelque part primordial parce que c'est quand même nous qui les connaissons au sein de l'établissement. Et donc du coup, on arrive à mieux les cerner et aussi donc, ce qui permet de pouvoir les accompagner de manière plus personnalisée tout au long de l'année. Par exemple, il y a quand même des temps qui sont dédiés à la vie de classe ou aux accompagnements personnalisés qui sont toujours l'occasion de pouvoir en discuter avec chaque élève pour pouvoir leur proposer justement un parcours qui leur appartient. On peut par exemple faire un bilan de compétences pour voir qu'est-ce qui leur plaît le plus finalement. Dans quelle matière est-ce qu'ils sont le plus à l'aise, ce qui va permettre de leur donner des pistes pour pouvoir faire un choix ou un début de choix en tout cas, mais en tout cas de s'inscrire dans une démarche de projet, de poursuite d'études ou de voie professionnelle. À Saint-Joseph, nous sommes un établissement donc, polyvalent. Nous proposons des formations professionnelles, donc de type bac pro, mais également des formations type technologique. Ce qui nous permet de voir aussi les 2 manières de voir la formation du jeune, qui d'une part, dans un premier temps, dans la voie professionnelle, est plutôt dédié à travailler avec son diplôme, même si effectivement la plupart d'entre eux font une poursuite d'études, et aussi la voie un peu plus classique, la voie technologique, qui, elle, demande de faire une poursuite d'études. Au sein de l'établissement, on a aussi, on fait intervenir des professionnels ou des intervenants, comme par exemple l'Université du Pacifique. Il y a également des formations qui sont proposées par l'armée. On fait aussi intervenir des professionnels pour venir parler métiers avec nos élèves de seconde, première et terminale. Et nous pouvons aussi proposer à nos élèves de rencontrer la directrice déléguée aux formations de la voie pro et de la voie technologique. Nous vous proposons aussi d'aller au CIO, qui est un point d'accueil vraiment très important pour le jeune, pour qu'il puisse avoir une vision un peu plus large lorsqu'il est un peu perdu et quand il ne trouve pas forcément de réponse auprès de nos enseignants. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que vos deux approches se complètent, hein, et donc on voit que effectivement, on est dans la construction, hein, d'un projet et que on doit avoir accès à un ensemble de ressources. Quelque chose que je retiens qui est donc très intéressant, ce que tu disais, un enseignant au sein même de ces enseignements peut donner du sens en fait et valoriser les compétences, les talents en fait de chacun, et ça participe à ce que Marie-Laure disait, à la construction de soi. Alors merci, donc on va passer à la deuxième partie. Donc sur le retour d'expérience, donc on va commencer par Moana. Donc on rappelle que tu es élève de terminale STI 2D. Alors comment toi tu as organisé ton parcours? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu as construit ton parcours? Pourquoi tu es aujourd'hui en STI 2D? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Voilà. Est-ce que tu peux nous témoigner un petit peu de... Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, j'ai raté mon parcours, du coup j'ai dû recommencer. J'ai fait à Gauguin, j'ai commencé en seconde, générale, ensuite une première S, ensuite une terminale STMG en RH, mais ça ne me correspondait pas du tout. Ensuite j'ai décidé de me réorienter en STI 2D à Saint-Joseph-Punavia. Peut-être Marie-Laure voudrait rebondir sur, avant de continuer avec toi, peut-être rebondir sur quelque chose que tu as dit et qui... Oui, Moana, tu parles d'un parcours raté, mais j'ai envie de dire, est-ce que vraiment il est raté? Finalement, au fond, est-ce que ce chemin que tu as pris était peut-être nécessaire pour arriver et comprendre que là où tu es, c'est ce qui fait sens pour toi, en fait, hein? C'était un petit peu ce qu'on disait, les parcours ne sont pas forcément linéaires. On prend du temps, on peut s'arrêter une année, on peut effectivement changer de voie, faire une première, une autre première, et puis ou alors s'arrêter une année. Je pense aussi aux jeunes qui vont faire une année de coupure, de césure après le bac. Et toutes ces expériences vont venir t'enrichir pour justement mieux t'orienter et mieux te diriger par la suite. Oui. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà, il t'a fallu peut-être passer par ces étapes pour aujourd'hui mener une réflexion sur ton projet, hein. Donc c'est vrai que c'est souvent une question que posent les lycéens, la peur de se tromper. Est-ce que si je fais quelque chose et que finalement je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire, est-ce que je perds mon année, est-ce que je peux revenir? Donc là effectivement Marie-Laure y répond, hein, chaque expérience, tu vas en ressortir avec des acquis, hein, qui vont t'aider à construire ton projet. Alors, tu es donc en STI 2D, et donc est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire? Donc, tu vas rentrer dans la procédure Parcoursup. Est-ce que, comment tu vis ça, cette procédure Parcoursup? Est-ce que tu as maintenant un projet plus défini? Comment tu abordes cette question du choix? Maintenant, comme on m'a dit que je recommence, du coup, je sais à peu près où je vais et je sais ce que je veux. Après, je compte faire un BTS électrotechnique au Taonais. Mais c'est vrai que il y a 2 années auparavant, j'étais perdu. Je ne savais pas. Et quels sont les éléments qui t'ont permis de comprendre que finalement, tout ce qui était industriel, tu vois, dans le domaine de l'électrotechnique, c'est ça qui te convenait? À quel moment tu t'en es rendu compte et qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie-là? Papa m'a souvent pris avec lui sur les chantiers parce que c'est un électricien. Et du coup, au lieu de rester à la maison, il me prenait avec lui. Donc, ça m'a fait découvrir un peu le monde professionnel. Et en parallèle, comme j'allais à l'école, les vacances et les week-ends, j'allais travailler. Et ça me faisait découvrir un peu, ça me donnait une idée de ce que c'était. Et ça m'a permis de m'orienter où je voulais. C'est ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les expériences sont très importantes parce que t'engager dans des chantiers familiaux ou des stages, c'est vrai que tu apprends à te découvrir et à mieux cibler par le biais de ces expériences ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu vois, c'est en ce sens qu'on te dit finalement, voilà, ton projet se construit et rien n'est raté. Tout est à construire, tout est devant. Alors,
On peut, par rapport à ce que Moana évoque, Philippe, comment tu veux rebondir par rapport à ce parcours de Moana? Oui, c'est vrai que je rejoins sur le fait que c'est pas un parcours raté. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le monde professionnel, après, ce qui compte, c'est d'être adaptable. Moi, je suis chef d'entreprise, j'interviens dans la French Tech où ce sont beaucoup d'entrepreneurs. Entrepreneur, c'est pas un parcours linéaire du tout. Beaucoup d'entre nous, on est aujourd'hui dans des domaines dans lesquels on n'a pas forcément étudié, où on a petit à petit découvert des intérêts ou des passions dans d'autres domaines, ou tout simplement des idées. Être entrepreneur, c'est avoir l'envie de faire quelque chose et de chercher des solutions à des problèmes particuliers. Donc on a des gens qui interviennent dans des domaines divers et variés, et je pense à un entrepreneur qui est aujourd'hui en train de monter très fort dans son projet. Il vient de faire une levée de fonds en France de sommes très importantes et qui est dans le monde du jeu vidéo. C'est vrai que pendant souvent, et les parents disent souvent, il ne faut pas jouer aux jeux vidéo, sauf qu'aujourd'hui, c'est un monde professionnel en soi. Il y a plein de possibilités professionnelles, de développement, de création, etc. D'autres qui viennent de remporter le French Tech Tremplin, qui font du jus d'hibiscus. Alors ça, c'est pareil, ce ne sont pas des choses dont on entend beaucoup parler. Et finalement, être entrepreneur, c'est essayer. C'est essayer des nouvelles choses, c'est découvrir de nouvelles idées, de nouveaux parcours, et de se lancer. Et puis de voir après ce qu'il en reste. Et alors il y a des entrepreneurs qui font ça quelques années, puis après ils partent sur autre chose. Donc comme disait Marie-Laure tout à l'heure, on apprend et on se réoriente toute sa vie. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de garder cette idée-là quand on est jeune, de se dire on va pas rater, on va pas s'arrêter sur une idée, on va gagner un maximum d'idées, de compétences, de perspectives pour après, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, être capable de s'adapter et un jour peut-être de se dire allez, cette fois j'y vais par moi-même et je lance mon projet et je commence quelque chose. Et c'est sûrement ce qu'a fait ton papa et tu as pu bénéficier justement de cette expérience qui est très intéressante. Saisir toutes les opportunités. Est-ce que dans les porteurs de projets en fait que vous accompagnez, est-ce que de manière générale, à quel moment le projet a été mis en place? Est-ce que quel parcours ils ont pu suivre? Si tu aurais un exemple, par exemple, du parcours d'un des porteurs de projet. Oui, alors on a, je dirais, autant de parcours qu'on a d'entrepreneurs. C'est vrai que on arrive dans l'entrepreneuriat toujours par différentes voies. Après, ce qu'on voit beaucoup, notamment au sein de l'incubateur Prisme, qui est l'incubateur de la Chambre de commerce, qui est membre de la French Tech, c'est des gens qui ont fait un petit peu d'études peut-être, qui ont une petite expérience professionnelle et puis qui à un moment donné se décident parce qu'ils ont envie de changer, parce qu'ils ont envie d'essayer quelque chose, qui se lancent dans un parcours, mais qui va souvent ne pas être du tout dans le lien immédiat de la formation. Je pense à l'entreprise La Petite Cabine qui est le premier dressing collaboratif de Polynésie. C'est pareil, c'est quelque chose de très nouveau. Bon, à la base, elle a fait des études de droit. Mais ces études-là l'aident aussi à avoir une structure de pensée, à avoir une approche de la gestion d'entreprise qui l'aide. Kevin, qui est le créateur de Leadbiz, qui fait des objets connectés, lui c'était juste un grand bricoleur. Il n'a pas fait beaucoup d'études, mais il adore développer, il adore bricoler, et du coup voilà, il s'est lancé à un moment donné. Et alors voilà, c'est dur d'arriver à un profil type, on en a plein et on pourra en parler pendant des heures. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire que peu importe le parcours, au final, on peut arriver à trouver une solution qui peut être tout simplement de se dire, puisque le métier que j'aime, que j'ai envie de faire n'existe pas, je vais le créer. C'est ce que j'ai fait aussi. Je suis pas du tout dans un domaine de ma formation d'origine. Mais toute cette formation acquise au préalable a quand même été très utile au final. Que ce soit ce qu'on apprend au lycée, sans parler de hautes études, mais déjà les connaissances du lycée et après sont utiles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chaque expérience va donner donc une valise de talent, on va dire, qu'on va pouvoir réinvestir au fur et à mesure en fait dans la construction du projet. Donc et que c'est pas parce que on commence. Et ça rejoint la question de la peur de se tromper, que c'est pas parce qu'on commence des études de droit que finalement on va forcément se diriger vers des métiers liés purement au droit. Peut-être donc dans les conseils en fait, Marie-Laure, justement en parlant de droit, tu aurais un petit parcours à présenter.
Quand on parle de ces parcours, c'est vrai que c'est intéressant de dire aussi que chaque individu et chacun son parcours, autant de parcours que de professionnels finalement. Et moi, je pense au sein du lycée, d'un accompagnement d'élèves à une jeune qui était venue me voir dans un premier temps avec cette question. Je vais être vétérinaire. Je suis en première générale, je n'ai pas pris d'enseignement scientifique. Bon. Toute la posture est déjà de rassurer, et puis alors on va travailler la question du sens. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi vétérinaire? Qu'est-ce qu'il y a dessous? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes intérêts? Il y a eu tout un accompagnement. C'est une jeune qui a su répondre positivement, qui s'est approprié le travail de construction du projet. Ça s'est fait sur 2 années, et puis là je l'ai revue encore il y a quelques semaines, et puis elle va certainement s'orienter vers le domaine de la défense des droits des animaux, faire une licence de droit. Elle a fait ses recherches, faire une licence de droit associée à un diplôme universitaire en éthique animale. Voilà, aujourd'hui où elle en est. Effectivement, ce qui est important, c'est effectivement la notion de temps. Tu le disais, chacun va prendre le temps qu'il faut pour arriver justement à s'épanouir dans la profession qu'il va exercer. Et donc, voilà. Au niveau des conseils, puisque donc, il nous reste encore quelques minutes, donc au niveau des conseils qu'on peut donner donc aux étudiants qui ne savent pas quoi faire, notamment un conseil au niveau du projet motivé. Est-ce que on peut arriver à élaborer un projet motivé lié à Parcoursup quand on n'est pas tout à fait au clair avec ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on peut quand même, qu'est-ce qu'on met dans le projet motivé? Il faut se connaître soi-même, il faut savoir ce qu'on veut et il faut faire des choix. Et au fur et à mesure, les choix ils vont se réduire. Effectivement, dans le projet motivé, parler de soi, en fait, même si on ne sait pas encore, comme cette jeune fille ne savait pas quelle était la finalité du projet, mais en tout cas, pouvait déjà parler de ses intérêts, parler de soi, et c'est ça qu'on attend aussi dans le projet motivé. Marie-Laure, tu veux rajouter un conseil par rapport à... Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, ça angoisse toujours cette question. Il faut se rassurer et en passant la barrière de l'écrit, de se raconter de manière assez succincte, dire qui on est et essayer de dire qui on est de manière authentique en fait. Un conseil, c'est que les professeurs, les décideurs, quand ils vont lire tout l'ensemble de ces projets motivés, il faut qu'ils puissent voir la singularité du jeune à travers ces quelques lignes et non pas n'importe quel lycéen dans un lycée en fait. Et puis ce qui compte aussi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'imperfection en fait. Son parcours justement, dans toute son imperfection, c'est ça qui est intéressant en fait. Voilà. Merci Marie-Laure. Donc Philippe, un conseil indépendamment du projet motivé, on arrive sur la fin de la table ronde. Donc, quel conseil tu pourrais donner s'il y avait un message à faire passer en fait à l'ensemble de ces lycéens, voire étudiants, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire? Moi, j'aurais 2 conseils à leur donner. Le premier qui est très pratique, et c'est un peu l'exemple que donnait Moana tout à l'heure, c'est alors si c'est dans la famille, c'est encore plus simple, mais d'aller chercher à faire des stages assez tôt dans le parcours scolaire. C'est pas forcément toujours quelque chose, notamment dans les filières générales auxquelles je parle de mon expérience, auxquelles on pense. Et pourtant, très vite, ça va nous donner un aperçu de ce que va être la vie professionnelle. Il y a des tas d'entreprises qui sont toujours ravies d'accueillir des stagiaires. C'est assez pratique, c'est un bon deal. On te forme un peu, puis en attendant, on te donne des tâches à faire. Il y a une grande variété d'options pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre la période des vacances et tout ça pour aller découvrir le monde professionnel. Parce que quand on dit tu veux faire quoi plus tard et qu'on ne sait pas de quoi on parle, c'est dur de faire un choix au final. Donc, le but, c'est d'aller voir à quoi ça ressemble pour après dire « Ok, maintenant, je sais ce que je veux faire ». Et le deuxième conseil qui va avec, c'est de rester curieux, d'être vraiment très curieux. Quand on est jeune, c'est important. La curiosité, c'est une grande qualité. Et donc, il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe autour de soi, localement, dans le monde aussi, parce qu'on est touché au final. Les progrès technologiques qui sont en train de se passer en Asie ou en Europe vont arriver à Tahiti à un moment donné. Et on les voit arriver, donc on a le temps de se préparer. Donc, si on est jeune, on peut se dire, OK, il se passe ça en Chine, il se passe ça aux États-Unis, il se passe ça en Europe.
dans 5 ans ça va arriver, du coup dans 5 ans moi je serai prêt parce que j'aurai un diplôme dans ce domaine-là. Et donc avoir cette curiosité constante de ce qui se passe autour de nous, c'est fondamental pour faire des choix qui ouvrent vers d'autres choix, comme le disait très justement Moana tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc Christophe, un conseil, un message à passer donc, aux lycéens qui sont encore dans cette question du choix. Moi, je pense que on peut aussi se dire que c'est normal que j'ai des doutes. C'est normal que le choix que je vais faire maintenant, ça ne va pas forcément influer, comme disait Philippe, sur toute ma carrière, mais justement, ce sera un choix qui va permettre de construire quelque chose, donc une vie professionnelle, une vie de famille, etc., et que ce n'est pas figé. Donc au final, c'est quelque chose qu'on va construire petit à petit et qu'on va pouvoir modifier donc, au gré des expériences, avec des échanges avec la famille, en étant accompagné avec la famille qui pourra en discuter. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de vraiment se libérer de cette pression, de se dire que c'est un choix figé et qu'on ne pourra pas le changer, alors que ce n'est pas vrai et qu'il y a plein de réussites et de succès professionnels qui ont des parcours qui ne sont pas du tout linéaires, complètement atypiques et qui sont tellement beaux en même temps. C'est ça, vivre des expériences pour vivre des succès, vivre des réussites. Et c'est l'appui sur ces succès, ces réussites qui va faire que petit à petit, l'éclairage va se faire sur ces projets d'avenir. La place des parents aussi, on n'a pas trop évoqué cette question-là, mais la place des parents est également importante dans l'accompagnement du projet, dans le soutien, dans la communication, dans la valorisation aussi donc de ce que peut faire le jeune au quotidien. Ça aussi, ça participe en fait à construire, comme tu l'as dit aussi, à construire le projet. Donc, ce que l'on peut retenir de cette table ronde, c'est pas de panique. C'est vrai que, par contre, tant qu'on peut s'engager et dans toutes les actions d'accompagnement qui sont mises en place dans les établissements, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les établissements déjà à partir de la seconde, la première, qui est avec beaucoup d'heures consacrées à l'orientation. Donc, on ne peut que vous encourager à vous engager dans ces actions, dans cette réflexion avec vos professeurs, avec les psychologues de l'éducation nationale, pour construire votre projet, mais pas de panique si à l'heure des choix, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Faites-vous confiance, appuyez-vous déjà sur ce qui vous motive, ce qui vous anime de l'intérieur, et après, le projet va se construire. Alors, donc, vous pourrez aussi trouver un ensemble d'informations qui peut venir soutenir votre réflexion dans le guide donc, terminal après le bac 2022 que vous allez donc recevoir dans les semaines qui suivent et qui vous permettra aussi d'aller, comme on l'a dit, à la découverte de tout ce qui peut exister. Parce qu'on a entendu aussi l'importance d'aller s'informer, d'aller rechercher l'information, d'aller rencontrer des personnes qui vont aussi participer à l'éclairage que vous allez pouvoir avoir donc, sur votre chemin de vie. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie donc tous nos invités pour ces échanges et la qualité de ce débat. Voilà, merci.